Le podcast est présenté par Altitude Sport, qui est ma boutique en ligne préférée pour tous mes besoins en équipement sportif ou en équipement de plein air. Ils ont plus de 400 marques, plus de 40 années d'expérience. C'est basé à Montréal. Moi, ce que j'aime le plus d'Altitude Sport, c'est leur livraison rapide. Vous avez juste besoin, comme sur n'importe quelle boutique en ligne, mais si vous commandez, ça arrive 2 jours maximum plus tard. Si vous êtes à Montréal, ça peut même arriver la même journée. Moi, des fois, je commande de quoi sur Altitude Sport. Puis le lendemain matin, à 8 h, ça cogne à la porte. Puis c'est le livreur qui m'amène soit mes souliers, soit mes bouteilles de nutrition, soit mes nombreuses ceintures de nutrition North Face. Bref, c'est l'endroit par excellence. Si vous devenez membre, vous bénéficiez des retours gratuits ainsi que d'offres exclusives. Utilisez le code promo UPICA 2026 en un seul mot. Le code a changé, fait que c'est UPICA 2026 en un seul mot. Et pour économiser jusqu'à 20% de rabais, toutes les informations sont dans la description du podcast. Merci Altitude Sport. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un plaisir de recevoir Mélodie Gilbert sur le podcast. Elle est coureuse de trail élite. Et dernièrement, sur ses plateformes de réseaux sociaux, elle a parlé du fait que cette saison, elle ne sera pas une athlète sponsorisée et elle est allée plus en détail dans une lettre sur Substack qu'elle a écrite. Je vous invite à aller lire ça, où est-ce qu'elle parle de comment elle respecte ses valeurs en tant qu'athlète et n'accepte pas un sponsorship juste pour pouvoir dire qu'elle est sponsorisée. Quand moi, j'ai lu ça et que je le voyais, je l'interprétais, oui, de mon œil de quelqu'un qui a fait du sport élite, mais surtout et principalement de mon œil de quelqu'un qui a une business qui doit voir un retour sur investissement de chaque dollar marketing. Je voulais qu'on aille cette conversation-là, Mélodie et moi, essayer de trouver quel serait le format pour permettre à des athlètes élites de vivre un petit peu plus de leur sport tout en s'assurant que les marques soient heureuses du partenariat, donc que personne tire profit de personne, mais que autant les athlètes que les marques puissent s'élever. Une conversation extrêmement intéressante. Au début du podcast, on parle aussi de son entraînement, de qu'est-ce qu'elle fait en ce moment pour se préparer pour la Coupe Trail Québec, je pense que ça s'appelle, qui est un circuit de 6 compétitions de distance plus courte. Et après ça, on tombe dans la conversation autour des sponsorships. Conversation super intéressante. Je remercie Mélodie d'être venue l'avoir avec moi. Le podcast est présenté par UPICA. UPICA, c'est votre one-stop shop, comme ils disent, pour tous vos besoins en nutrition sportive. Allez au upica.ca, utilisez le code promo UPICA Podcast pour 10% de rabais. Et sans plus attendre, bon podcast. Ouais, OK, fait que une approche de coaching plus physio, mettons. Ouais. Je me... Rehab, puis... Oui, mais juste de prendre des gens qui commencent ou qui sont blessés puis de les remonter. J'en ai quelques-uns, là, tu sais, que je commence vers à vouloir certaines performances. Ouais. Mais je suis pas... On dirait que je suis pas à l'aise de coacher performance pure quelqu'un qui veut genre des PB puis des... Ah ouais, hein? Pourquoi? Si on roule en passant, c'est parti. Ça dérange? Ouais, non? OK. À moins que ça te dérange toi de parler de ça. Là, non, pas en tout. C'est que j'ai pas... Tu sais, j'ai certaines formations en coaching, mais je me trouve pas assez outillée pour jouer avec les fins détails. Ouais. Puis, tu sais, je le sais pour moi-même, on joue avec... on joue proche de la ligne. On joue toujours proche de la limite. Fait qu'on dirait que je suis pas à l'aise d'aller jouer avec ces limites-là avec quelqu'un d'autre. Ouais. Alors que toi, ton background, justement, de physio, fait que t'as aussi plus cette approche-là de prévention de blessures, de charge progressive, etc. Là. Ouais, tu sais, moi, mon objectif numéro 1 avec les gens que je coach, c'est qu'ils ne soient pas blessés. Là. Ouais, c'est comme c'est un peu ma force. Là. Ouais. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent pour quelqu'un qui commence à courir?
qui prend pas de coach, là, quelqu'un qui commence par lui-même, c'est de vouloir tout de suite. Là. Fait que, tu sais, puis surtout, les gens, je te dirais, les gens déjà en forme, là, les cyclistes, mettons, là, puis sont vraiment déjà en forme, puis là, ils se mettent à courir, mais ils ont le potentiel cardiovasculaire. Là. Mais les articulations, les tendons, les muscles, ils n'ont pas eu les impacts. Fait qu'ils se blessent automatiquement parce qu'ils ont la capacité d'en faire beaucoup. Puis il y a beaucoup de monde aussi comme ça dans Monsieur, Madame, tout le monde qui sont quand même en forme de base, on dirait. Fait que là, ils sont comme, je vais faire 10 kilos 3, 4, 5 fois semaine. Ils n'ont jamais fait ça. C'est là que tu te blesses automatiquement. Ouais, puis il y a aussi moi, c'est que quand j'ai passé de la natation jusqu'à la course, tu sais, je m'entraînais 20 heures par semaine dans la natation. Fait que tu dis, je suis capable de faire 20 heures par semaine. Exactement. Fait que genre, c'est quoi 10 heures? Ouais. Mais finalement, 10 heures de course, c'est carrément de la course dans une semaine. Là. Ouais. T'es-tu blessé au début? Oh, oui, de périostite. Comme premier build marathon, puis comme un cave, je veux dire, j'ai commencé par un marathon en me disant, genre, je suis un athlète, un ancien athlète élite, je suis capable de courir un marathon. Puis comme premier build, première fois, je fais une longue sortie de 21. Le lendemain, les périostites complètement enflés, puis capable de marcher. Puis là, finir le build, ces Advil, il n'y a rien de le fun là-dedans. Ça pas de bon sens, là. Versus maintenant, comme en ayant une charge progressive, puis en étant plus intelligent que mon truc, ben ça arrive pas, puis c'est beaucoup plus le fun. T'sais. Ben ouais. Courir sans blessure, là, c'est le best. Il n'y a rien de plus. Courir, pas de douleur, là. Puis, tu sais, en fait, là, tu dis 10 heures par semaine de course ou whatever pour les gens en forme, c'est justement, tu peux pas faire ça en startant. Là. Exact. Ouais. Exact. Puis même tard, là, tu sais, c'est beaucoup de courses, là. Beaucoup d'impact sur les articulations. Là. Ouais. Pourquoi tu t'entraînes maintenant? Tu t'entraînes pourquoi? J'ai vu ton calendrier de course, les plus courtes distances cette saison. Ouais. J'ai décidé d'aller m'amuser sur du plus court. Moi, plus course entre elles. Ouais. Puis, je disais que ma distance un peu de prédilection, c'était 50 kilos. Parce que c'est encore considéré entre parenthèses, entre guillemets, courte distance, là, dans le trail. Mais j'adore tout ce qui est de 20 à 50. C'est juste que les courses plus compétitives, de haut niveau, qui nous permettent... fallait aller sur le 50, tu sais. Ouais. Sauf que là, cette année... Là, excuse-moi, les courses de haut niveau qui permettent de, mettons, un peu d'exposure, de te mettre un peu sur la map, exact, etc. Exact. Ça se fait pas en bas de 50. Ça. Ben, tu sais, c'est plus rare, là, à moins que tu ailles dans ce qui est plus des verticales ou du skyrunning. Ouais. Là, c'est juste plus dans ma tasse de thé parce que c'est plus technique, là, c'est complètement différent. Là. Mais dans la course entre elles, en général, fallait aller plus vers le 50 pour avoir quelque chose de compétitif. Fait que j'ai fait ça beaucoup dans les dernières années. Puis là, cette année, j'ai décidé de faire le projet de faire la Coupe Québec Trail, c'est tout nouveau. C'est la première année que ça a lieu. Puis c'est un circuit de 6 courses entre elles au Québec, des distances en bas de 30 kilos. Fait que ça va rouler vite cette année. Puis je vais me promener partout au Québec. Fait que, c'est ça. Fait que ça reste quand même au Québec, ce qui est quand même nice aussi. Là. Ouais. Parce que voyager pour courir, pour courir, mais pour compétitionner, ça amène de la logistique supplémentaire, puis comme veux pas de l'investissement en temps puis en argent qui font que par la bande t'as de la pression supplémentaire qui vient par rapport à la performance. Tu sais, si tu t'en vas courir à l'UTMB, faire la CCC à l'UTMB, Chris veut pas, tu vas pas là pour faire une contre-performance là, tu sais, fait que comme tout l'aspect autour qui vient? Il y a un peu de pression, mais je pense que là, j'en ai fait beaucoup, puis j'ai accumulé de l'expérience, puis c'est aussi justement de faire des choix, de faire tu sais, d'arriver assez d'avance pour plus être sur le décalage, de faire des épiceries pour manger de la bouffe que t'es habitué, tu sais, c'est comme plein de micro-décisions qu'il faut que tu fasses pendant ton voyage, puis faut que tu sois prêt à sacrifier l'aspect voyage. Tu sais, je vais pas aller faire du tourisme ben les jours d'avant. Là, je me repose. Tu sais, je suis dans la chambre d'hôtel. C'est pas vraiment... Là, les gens ils me demandent, tu sais, je suis allée à telle destination. Ah, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que t'as vu? J'ai pas vu grand-chose d'autre que ma chambre d'hôtel, tu sais, pour vrai. Là. Des ravitaux. Quand que je suis vraiment focus sur la course. Mais là, je me permets plus, là, dans les dernières années, de rallonger mon voyage après la course. Puis là, en profiter. Là. Ouais. Est-ce que tu crois qu'on sous-estime l'impact... J'avais la conversation avec mon père, parce qu'on a fait le 100 km avec JP Thibodeau, là, où est-ce qu'on est allé le filmer à Las Vegas. Puis mon père, il soulevait le point de dire, même si c'est juste 3 heures de décalage, tu t'en vas là-bas, mettons, puis là, la course commence, puis tu t'es mindé pour que la course commence à 8 heures, sauf que ton corps,
il pense un peu qu'il est 11 heures, Ouais. tu sais, au Québec, là. Ouais. Fait que ton corps, il réagit pas de la même façon qu'il réagirait s'il était 8 heures au Québec. Tout le fonctionnement, toute la logistique d'aller aussi ailleurs, justement, pas être dans ton lit, l'épicerie, comme tu mentionnes, de faire une épicerie, mais comme t'as pas... Je sais pas, là, chez nous, j'ai de la sauce soya. Je n'achèterais pas de la sauce soya à l'épicerie au Whole Foods quand je suis là 3 jours, tu sais. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on sous-estime l'impact de voyager sur la performance? Ah, oui. Oui. C'est vraiment... Ça joue beaucoup. Puis quand le décalage il est de ton sens... dans le sens que s'il faut que tu te lèves à 5 heures du matin pour ta course, mais que là, c'est comme s'il était 5, 7, 8 heures, ça, c'est cool. Ouais. C'est comme de ton bord. Mais quand c'est de l'autre bord, là, c'est l'enfer. À m'amener, moi, pour une course en Europe, j'avais commencé à me décaler une semaine avant au Québec. Je me couchais vraiment tôt, puis je me levais tôt. De plus en plus tôt à chaque jour. À m'amener, je me levais à 2 heures du matin pour juste être rendu décalé, là. Parce que là, il y a le système digestif aussi. Il y a tout ça qui est comme... qui est timé, là, veut pas, là. Mais même si t'essaies de faire ça, genre le rythme circadien, puis le lever du soleil, coucher du soleil, c'est pas l'idéal. Ouais. Fait que là, tout au Québec, c'est quoi les 6 courses? Ça commence début mai au Trail des Collines. C'est le 16 km en Outaouais. Ouais. Ensuite, au mois de juin, c'est au Marathon du Mont-Mégantic. C'est le 16 km aussi. Est-ce qu'il monte la montagne? Il monte pas le Mont-Mégantic, là, mais oui. C'est un beau 16 km quand même. Ensuite, on a UTFS, Trail du Saguenay, le 20 kg. On a Arcana, le 28 kg. Trail des Pionniers, qui est comme en même temps qu'Arcana. Fait que là, il faut faire une petite décision entre ces deux-là. Puis, ça termine au Défi des couleurs, là, au Mont-Sainte-Anne, au mois d'octobre, avec le Up and Down. 10 kilos. Puis, est-ce un système de points, dans le fond? Oui, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, là. T'es pas obligé de vouloir être compétitif pour faire la coupe. C'est un système de points. Pour avoir des points, il faut que tu fasses 3 courses. Fait que t'es pas obligé de faire les 6 non plus. Dans le fond, c'est tes points. Tes 3 meilleures. Exact. Ouais. Fait que tu en fais le nombre que ça te tente. Puis la finale, faut que tu ailles la finale dans tes 3. Là. Fait que 2 plus la finale. La finale étant? Le Défi des couleurs. OK, c'est le Lui, il compte pour double, genre le point. Le pointage. Puis lui, il faut que tu l'ailles dans les 3. Ben, idéalement. Fait que tout le monde va être au up-down. Tout le monde qui veut comme qui veut faire la coupe là, puis ramasser des points. Ouais. Je comprends. Ouais. Fait que quand tu t'entraînes pour ce genre de course-là, là, tu parles de 14 à 28, genre? Ouais. Beaucoup de vitesse, j'imagine? Plus de vitesse, ouais. Ça ressemble à quoi tes semaines, là, mettons? Ben, ça va ressembler à un peu du training demi-marathon. OK. En termes de... Parce que là, moi, faut dire que je suis une coureuse de trail, mais j'aime encore beaucoup faire de la route. Je garde mes trainings de vitesse un peu quand même sur du roulant sur de la route ou en montée. Puis après ça, mes longues sorties vont être en trail, mes jogs vont être en trail. Puis je suis quelqu'un aussi que personnellement, je fais quand même beaucoup de volume. Fait que je vais quand même faire plus de volume que quelqu'un pourrait naturellement vouloir faire pour une distance de 15 à 28 kilos. Ouais. Fait que ça ressemble à quoi tes semaines? Moi, en général, mes semaines en général, je vais courir 9 à 10 fois par semaine à cause que j'ai des doubles. Puis là-dedans, il va y avoir 2 trainings d'intervalle plus... 2 intensités plus la long run. Exact. Tout le reste des jogs. Ouais. OK. Tes intensités, c'est quoi, mettons? Tu fais-tu des intervalles VO2? Tu fais-tu des intervalles au seuil? Tu fais-tu... J'ai un coach, puis c'est pas pour rien. J'aime ça, m'en remettre à lui. On a fait beaucoup de threshold. Après ça, là, on commence à plus de vitesse. Ça fait qu'un peu plus de seuil pour aller chercher de la vitesse. Je vais faire beaucoup aussi en uphill. Fait que pour aller chercher quand tu montes une côte, tu peux aller chercher plus facilement ton threshold sans que ça fasse moins d'impact sur ton corps aussi. Fait que, tout sur le training. Tu arrives facilement au threshold quand tu fais une montée. Là. Puis tu te pètes pas comme si tu le faisais dans une descente. Voir que dans une descente, c'est quasiment impossible d'aller au threshold. C'est rare là, qu'on se fait. Non, c'est ça qu'on. Tu te pètes les quads. Fait que ça ressemble à peu près à combien de kilomètres par semaine? Moi, personnellement, je vais jouer pas mal toujours entre 120 et 140. OK, tout le temps. Mettons, l'hiver, il y a moins de compétition, fait que je vais plus aller 140, 150. Cet hiver, j'étais allée beaucoup là-dedans. Je suis sûre que je préparais Black Canyon 50 kilos. 150 l'hiver? Tapis roulant, il m'aide.
Ah, sur le tapis roulant beaucoup. Parce que je fais mes intervalles du tapis roulant. Fait que ça va plus vite, là. Ouais. Puis je fais beaucoup moins dénivelé aussi l'hiver, là, veux pas. Puis l'été, ça va plus jouer aux alentours de 120. OK. Mais tu mets plus de dénivelé. Ouais. T'es plus souvent en trail. Ouais. J'avoue que 140, si tu fais de la montée, de la descente, c'est du stock. Hein. Parce qu'en termes d'heures, je faisais pas bien plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, exact. La raison pour laquelle je voulais qu'on se reçoive, qu'on se parle aujourd'hui, cette semaine, tu as fait une publication dans laquelle tu disais que pour la saison qui s'en venait, tu acceptais de ne pas être une athlète sponsorisée. Ouais. Puis tu élaborais plus largement dans une entrée sur Substack que tu as écrit. Peux-tu, premièrement, juste remettre en contexte cette prise de parole-là? Puis après ça, je veux qu'on en parle parce que c'est un sujet qui m'intéresse grandement. Ouais. Moi, comme on a dit, je suis une athlète qui est un peu dans la compétition, là, entre elles. Là. Je prends ça quand même au sérieux. Puis de haut niveau, il faut le dire. Mettons de haut niveau au Québec. Je vais t'avoir introduit en introduction, là, mais ouais. Puis, ça faisait déjà plusieurs années, depuis 2021, que j'avais un sponsor principal, que j'étais une athlète sponsorisée, si on peut dire. Ouais. Puis là, cette année, je ne le suis plus. Puis les gens me posaient « Ah, c'est plate, tu vas-tu te retrouver... Comment ça? T'as perdu ton sponsor? Est-ce que t'as-tu cherché? T'as-tu demandé à tel? » Puis là, je me rendais beaucoup compte dans les conversations que j'avais avec les gens que les gens comprennent pas nécessairement comment ça fonctionne, puis qui accordent beaucoup d'importance au paraître d'être sponsorisé, si on peut dire ça comme ça. Puis là, je me disais, hey, crème, il y a tellement plus derrière. Puis c'était un peu ça, mon texte que j'ai écrit, c'était d'expliquer, tu sais, qu'est-ce qu'il y a derrière. En plus, c'est ma décision cette année de ne pas avoir de sponsor. Puis pourquoi, tu sais, j'ai pris cette décision-là? C'est pas parce que je me suis fait flusher puis je suis pas capable de trouver quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est comme, pourquoi cette décision-là cette année? Puis qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Là? Ouais. Et donc, pourquoi cette décision-là cette année? Étant la question que je te pose pour lancer la conversation. Oui, j'ai commencé par me demander pourquoi je veux être sponsorisée. Qu'est-ce que je veux, excellente question, moi, d'un sponsor? Ouais. Est-ce que je veux juste avoir un logo sur mon chandail puis l'exposer toute l'année puis that's it? Puis moi, ce que je recherchais d'un sponsor, c'est vraiment une relation à long terme. Quelque chose de fiable, de stable, quelque chose qu'on construit ensemble, que c'est donnant-donnant. Tu sais, il y a ça aussi, il faut que ça soit avantageux pour les deux. Une brand qui me rejoint, que j'aime les valeurs, que j'aime les produits, qu'on vise quelque chose ensemble. Je voulais aussi une équipe dans le sens, y a-tu d'autres athlètes avec qui je peux faire des camps, faire des entraînements, tu sais, avoir un peu une communauté, si on veut. Puis, est-ce qu'on est aligné vers des buts à long terme ensemble? Est-ce qu'on veut atteindre tel objectif? T'sais? Fait que pour moi, c'était quand même quelque chose... C'est comme une relation pour moi. Puis, je suis quand même quelqu'un qui a des relations stables, puis qui est fiable, puis qui est... comment on dit ça? Dans le fond... c'est ça, stable, c'est ça. Fiable. Puis, c'est quoi le... Fidèle. Ouais, exactement. Ouais. Fait que là, c'était ça. Pour moi, je veux pas changer de sponsor toutes les années. Ouais. Puis la deuxième chose, c'est que je revendique beaucoup les droits ou ce que les athlètes méritent. Je revendique beaucoup, les athlètes entre elles, on tire un peu de la patte sur ce qui est, tu sais, d'avoir des contrats, d'avoir un salaire, d'avoir des bonnes conditions. Ouais. Puis je revendique beaucoup ça, puis j'aimerais ça que ça aille de l'avant, tu sais. Puis je me suis dit, il faut premièrement que je le fasse pour moi-même, tu sais. Faut pas que j'accepte des contrats qui sont à l'inverse de tout ce que je prône, tu sais. Ouais. Pour avoir, parce que il y a comment ça fonctionne le carding? Ça existe-tu le carding entre elles? Parce que tu sais, la Fédération de natation du Québec, Fédération d'athlétisme du Québec ont des budgets pour les athlètes élites qui permettent d'assumer une partie de donner un salaire aux athlètes, en fait, qui est un salaire qui est pas... personne roule sur l'or avec un carding, là. Ouais. Sauf que ça permet quand même de vivre de ton sport si tu vas chercher une couple d'autres affaires autour. Est-ce qu'il y a ça entre elles? Je sais pas s'il y a des athlètes entre elles qui ont réussi à l'avoir parce que je m'étais informée. Ça serait avec Athlétisme Canada. Ouais. Je m'étais informée. Puis, il faut que tu atteignes des standards. Ouais. Puis là, les standards qui étaient nommés
parce que là, moi, j'essayais de les avoir. Mais là, j'ai même appelé, puis c'était des standards sur route. Fallait que j'aille des temps. Puis je suis comme, ben moi, je m'entraîne pas pour faire un temps sur 10 km en ce moment. Là, ça n'a pas de bon sens que tu me demandes un temps sur un 10 km, un demi-marathon, alors que je fais de la trail. Là. Ouais. Fait que je les ai pas eus, puis j'ai laissé ça un C'est peu le même côté, principe. La natation, dans le temps, mon beau-frère, il faisait des marathons d'eau libre. Là. Fait que, tu sais, le traversée du lac Saint-Jean, 32 km. Championnat du monde de 25 km. Il est arrivé 6e au championnat du monde de 25 km. Mais ça y prenait un temps... Sur une courte distance. Sur 1500 en piscine. Ce qui n'est pas une courte distance, c'est la plus longue distance en piscine. Ouais. Mais c'est pas 25 km. Lui, c'est comme s'il faisait de l'ultra. C'est comme s'il faisait de l'ultra, puis ça y prend un temps sur 10 kilos sur route, tu sais. Même 5 kilos sur route. Ouais. Tellement la différence est grande. Fait que ça fait aucun sens, ça. Mais, OK, fait que Athlétisme Canada fonctionne comme ça aussi. Fait qu'on peut oublier une histoire de carding, tu vas pas avoir un salaire. Non, aucunement. Donc, la façon de vivre de son sport, c'est par les sponsors. Ouais. Mais pour avoir une idée d'à quoi ça ressemble un sponsorship pour un athlète qui est pas genre top. Jimmy Gressier ou Jim Wamsley. Puis encore là, des athlètes de très haut niveau, parce que là, il faut embarquer un peu le jeu de la visibilité. Exact. Il y a des athlètes de très, très haut niveau qui font top 10 à l'UTMB qui n'ont pas de sponsor parce qu'ils n'ont pas de following. Ouais. Donc, quand tu réfléchis, toi, tu te dis, OK, là, c'est quoi les conditions de... Parce que moi, je le vois de deux façons, de deux points de vue, cette conversation-là, parce que j'ai un brand, puis je sais qu'est-ce que ça représente en termes de... Mettons, je sais le côté du brand, qu'est-ce que c'est. Ouais. Mais quand toi, tu dis, mettons, OK, c'est quoi les revendications des athlètes? C'est quoi les revendications des athlètes? C'est quoi que toi, t'aimerais d'un sponsorship? Au-delà de bâtir de quoi ensemble, concrètement, t'es pas obligé de rentrer dans les chiffres, mais qu'est-ce que ça représente? Mais, tu sais, en fait, c'est que... Puis, tu sais, en ce moment, vu que je suis pas reliée d'un contrat, je peux plus en parler que quand on est relié d'un contrat. Mais c'est que quand on parle en termes de chiffres, c'est que si moi, toute mon année, je représente ton brand, je vais courir chacune de mes courses avec ton brand, chacun de mes posts, je suis habillée avec ton brand, tout, parce qu'il y a ça aussi, la différence entre un athlète sponsorisé puis, exemple, un influenceur qui reçoit une paire de choses, ben, le mois d'après, il y a peut-être une autre sorte de paire de choses. L'athlète, tu verras jamais Anne Champagne avec d'autres choses que son North Face, là, tu sais. Jamais. Fait que là, toute l'année, toutes les courses, toutes les fois que j'apparais sur des réseaux sociaux, même si le post n'est pas généré pour être une publicité, toutes les fois que tu parles, c'est comme si tu es un représentant à l'année longue. Fait que c'est beaucoup, tu sais, veux pas. C'est ça un peu la visibilité d'être un athlète sponsorisé que tu offres à la brand. Mais là, la brand en retour, c'est là que c'est difficile des fois d'avoir un contrat qui fait du sens. Mais parce que t'es consciente que ça, c'est très difficile à quantifier. Exactement. C'est difficile à quantifier. Moi, mettons, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent à Upica en disant « Hey, j'aimerais ça porter ton logo sur mon tri-suit, mettons. Ouais. Je m'en vais au championnat du monde, groupe d'âge, je veux porter ton logo sur mon tri-suit. Qui va voir le logo sur le tri-suit pour vrai? Puis qui va... Après ça, c'est le mouvement de voir le logo, puis après ça, d'aller poser une action concrète pour puis quand tu en parlais sur ton podcast, j'étais complètement d'accord avec toi. Puis il y avait des gens qui m'en avaient parlé, puis j'étais comme... Ben non, mais lui, de son côté de brand, il peut pas donner à tout le monde qui demande puis jamais à être sûr de ce qu'il y a en retour. Parce que même... Puis là, je donne l'exemple de quelqu'un qui est age grouper au championnat du monde de triathlon. Même quelqu'un qui est élite. C'est pour ça que je donne l'exemple de Jim Wamsley. Parce que Jim Wamsley, peu importe qu'est-ce qu'il va poster sur les réseaux sociaux ou peu importe le contenu qu'il va créer, le monde va voir ses souliers. Le monde va voir ses souliers à Jim Wamsley. Puis là, quand tu parles du monde qui font un top 10 à l'UTMB, à partir du 5e... Même moi, j'étais là sur place, je me souviens pas. C'est quoi? Après ça, c'est quoi? OK, fait que c'est quoi la valeur que ça a? Parce que moi, je suis vraiment d'accord de dire... Tantôt, tu parlais du partenariat, là, tu sais. Mais c'est un partenariat, fait que c'est partenaire. Fait que partenariat, ça veut dire que les deux doivent...
l'athlète il a une responsabilité, puis il veut que ça fonctionne aussi. C'est ça. Il veut que ça fonctionne aussi. Puis c'est de là que, si je ramène la comparaison avec les influenceurs, les influenceurs, t'as des chiffres. Ouais. Ils donnent leurs stats. Fait que là, t'es prêt à payer un tel montant pour un post. Parce que tu sais que ce post-là, t'as des chiffres qui le prouvent. Ouais. Mais là, t'as pas de chiffres avec l'athlète. Parce que c'est plus... Tu sais, ça fonctionne différemment. Comme on a dit, c'est pas nécessairement un post, c'est pas... Fait que là, les brands hésitent à donner un montant qui donnerait un post pour un influenceur parce qu'ils savent pas si ça va fonctionner. Fait que là, c'est de là que faut que tu ailles vraiment une relation. Tu sais, il faut que l'athlète, tu la connaisses, tu l'aies vu un peu aller dans les dernières années, tu sais dans quel projet qu'elle s'embarque. Si toi, t'es pas du tout dans le trail, tu vas pas t'associer avec quelqu'un qui fait la trail. Si là, ton brand, il est plus dans... Tu sais, tu vas choisir un athlète qui fait un peu ce que tu veux promouvoir. Il faut que les valeurs de l'athlète fassent du sens. Tu sais que comme même s'il fait pas 15 millions de posts sur les réseaux sociaux, mais il est impliqué dans un club de course, il va partout, ça, il y a de la visibilité tout le temps. Fait que c'est de là que c'est plus compliqué, mais je pense que ça a une plus grande valeur. Ouais, au final. Là, ce qui est difficile, c'est de trouver le bon fit, puis trouver un fit qui est à long terme, parce que ce genre de relation-là, c'est payant à long terme. Quand ça fait 3-4 ans que la personne est avec ce brand-là, puis qu'elle le porte, il y a une... Tu sais, comme Jim, c'est au cas, on le sait. Mais s'il changeait à tous les ans, ça vaudrait plus rien, là. Ouais. Mais quand c'est sur le long terme, puis il y a quelque chose qui se bâtit, ça vaut à la fin, là. Ouais. Puis... Ce qui amène aussi dans la conversation l'aspect d'auto-marketing. Puis, j'aime pas vraiment cette comparaison-là, mais je pense qu'elle a quand même le mérite d'être amenée. Suivant les Olympiques, un des patineurs de vitesse longue piste, je me rappelle plus c'est qui, c'était quoi son nom, mais il parlait de la difficulté des athlètes élites d'avoir du financement. Puis lui, il parlait beaucoup du financement public, là. Fait que, tu sais, justement, des cardings, avoir plus d'argent qui vient du gouvernement pour les financer. Puis François Lambert, qui est un ancien dragon, homme d'affaires, très conservateur dans son approche, qui a fait un long post en disant que quand il va sur la page de ce patineur-là, il voit pas de contenu engageant, il voit pas son histoire qui est racontée, il se voit pas comment lui se met en marché lui-même comme s'il était un produit lui-même. Puis je comprends que c'est super objectifiant de parler d'athlète comme étant un produit, mais François Lambert, ce qu'il disait, c'est que s'il racontait son histoire, s'il se présentait pour se marketer, il vendrait sûrement des conférences. Il vendrait sûrement des visites dans des écoles. Il vendrait sûrement plus sa plateforme comme une plateforme pour les sponsors, justement, les compagnies de nutrition, les compagnies de patins, peu importe, de vêtements, peu importe qu'est-ce que tu peux imaginer. Donc, de réconcilier ces deux idées-là, de l'idée de la performance, de l'entraînement, mais l'idée aussi de la mise en marché, de nous comme étant un produit à vendre. On dirait que ces deux idées-là peuvent paraître distinctes, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu peux plus les voir de façon distincte, puis tu peux plus espérer des commandites, des partenariats, si t'as pas l'aspect mise en marché qui vient avec. Ouais. La différence que là, je vais dire le point de vue d'athlète. Tout à fait, oui. D'athlète qu'on doit travailler parce qu'on n'a pas de paye à l'autre bord. C'est la poule avant l'œuf, là. Ben là, c'est parce que moi, je me lève le matin, je vais jogger. Là, je déjeune, je fais ma petite routine, je retourne faire mon training. Après ça, je prends ma douche, je m'en vais travailler. Là, j'arrive le soir, je suis brûlée, je me couche et je recommence le lendemain. Je cours 15-20 heures par semaine, je fais de la masso, de la physio, puis je travaille. Fait que là, je te dis que le réseau social, il est comme un petit peu en bas de la liste là, dans tout ça quand t'es sur la performance. Là, tu prends un athlète qui est moins sur la performance puis qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on va dire un peu plus un influenceur. Ben là, lui, il est moins stressé avec le niveau d'entraînement. Il y a moins d'heures d'entraînement. Puis peut-être que, justement, il y a tellement de partenariats que c'est un peu sa job d'être sur les réseaux sociaux. Il y a le temps, tu sais. Fait que là, c'est très difficile d'être un athlète de haut niveau
puis d'avoir tes réseaux sociaux, puis d'en produire de qualité, puis d'être là à chaque jour parce qu'il faut tout le temps être là pour que ça fonctionne. En même temps qu'avoir une job parce que t'as pas le choix de payer. Tu sais, moi, je m'autofinance là un peu mes entraînements parce que je peux travailler. Tu sais, je travaille pour pouvoir me payer mon mode de vie un peu. Là. Ouais. Fait que ça devient vraiment difficile dans l'équation. Puis ça devient un peu frustrant aussi pour les athlètes, aussi dans le sens de visibilité. Parce que là, il y a comme... les gens, ils suivent beaucoup tous les gens sportifs qui hey, je commence à courir. Suis-moi, dans 30 jours, j'ai tel défi. Puis c'est comme tous des débutants, puis c'est super cool puis inspirant à suivre. Puis je sais pas pour quelle raison, mais il y a beaucoup un délaissement. Les gens délaissent de suivre des athlètes pro ou des athlètes de haut niveau parce que c'est pas relatable. Mm-hmm. Ah, ben là, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'il fait, je ferai jamais ses temps. Ça me tente pas d'écouter ses vidéos. Je me compare à lui puis je trouve ça impossible. Mais... tu sais, on revient, je sais pas, moi, le petit gars qui joue au hockey, il se compare pas à Wayne Gretzky, là, il se compare pas aux pros, là, ils les ont en exemple, puis un peu comme... mais les coureurs, c'est comme, il est pas relatable, j'ai pas trop envie de le suivre, je me compare, j'aime pas ça, fait qu'on va comme délaisser un peu les athlètes élites, puis on va suivre des débutants. Fait que là, il y a comme encore ça qui est une difficulté de plus, tu sais. Ouais. Encore une fois, c'est un peu... on dirait que c'est la poule avant l'œuf, tu sais, faire le saut vers devenir un athlète full-time et donc, par le fait même, aujourd'hui, créateur de contenu. Ouais. C'est comme un saut dans le vide de laisser... Tu sais, prenons Mathieu Blanchard comme exemple, là, qui, à mon avis, est peut-être le meilleur pour s'auto-marketer. Mm-hmm. Puis, tu sais, lui, ça s'est fait progressivement. C'est comme il a tranquillement commencé à parler de ses affaires, puis là, il a lâché sa job d'ingénieur, puis là, il a lâché sa job de coaching, puis là, tout le temps en faisant des productions, puis de l'auto-marketing et développer des relations. À mon avis, lui, il l'a fait vraiment bien, mais c'est comme, est-ce que faut que t'attendes d'avoir une deuxième place à l'UTMB pour faire ce saut-là, parce que là, t'as comme plus un filet de sécurité, plus de monde qui te suivent. C'est ça qui est difficile, c'est à quel moment, si on prend Mathieu Blanchard ou même Marianne Hogan, ils ont un peu lâché leur vie normale, entre parenthèses, quand ils ont eu un contrat qui faisait du sens avec Salomon, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, de plus en plus, on voit des gens qui se lancent à lâcher leur job avant même d'avoir un contrat pour avoir le temps d'essayer d'être à temps plein, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est comme, je me lance-tu, puis je risque que ça fonctionne jamais, puis je flobe toutes mes économies, j'ai plus de retraite, ou comme j'attends d'avoir un contrat qui va me permettre d'avoir le temps de faire ça, tu sais. Ouais. Ouais, c'est tough cette question-là, parce qu'après ça, mettons qu'on parle plus du côté de la business. Ouais. Pour Salomon, je sais pas, Salomon, leur cash flow ressemble à quoi, là, mais j'ai l'impression que c'est une grosse compagnie, là. Fait qu'eux autres, des budgets marketing, ils en ont vraiment beaucoup. Ouais. Fait qu'eux... Encore là, vas-y. Mais mettons, laissons Salomon, mais tu sais... Des gros brands. Gatorade, là. Ouais. Gatorade, là, l'équipe marketing, ils se font donner un budget marketing. Ils ont des comptes à rendre, mais ils n'ont pas besoin de dire cette campagne-là, précisément, a rapporté tant. Tu sais, c'est du brand awareness, dans le sens où si tu achètes une bande au Centre Bell marquée Gatorade, ça coûte un montant, tu sais pas c'est quoi le retour sur l'investissement de ce montant-là. Moi, je peux pas faire ça. Ben non. Ouais. Avec la grosseur d'entreprise de Upica et par le fait même, la grosseur d'entreprise de beaucoup d'entreprises qui œuvrent dans le milieu du sport, on peut pas se permettre de faire ça. On peut pas se permettre des campagnes de brand awareness en disant on va donner de l'argent pour que le monde porte ou que le monde prenne du Upica sans voir un retour sur investissement direct, parce que sinon, ça fait juste aucun sens, tu sais. Ouais. Fait que pour des grosses compagnies, je peux comprendre qu'eux autres, ils ont des budgets marketing. Tu sais, justement, tu parles de Mathieu puis de Marianne. J'imagine qu'ils ont un contrat qui leur permet de bien vivre leur vie avec Salomon. Encore là, puis avec les autres brands eux autres, ils travaillent aussi sur le side, là. Mathieu, il coach encore sur le side. Fait que je me dis, si même eux sont pas capables de juste à eux seuls fournir un salaire pour
genre 100% prendre en charge ta vie, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de le faire. Là. Fait que c'est tough, ce calcul-là aussi, de dire, ben, t'es un athlète, tu vas être sponsorisé, mais tu sais aussi que les budgets te permettront pas de vivre ta vie juste avec ça. Là. Non. Puis je pense qu'il faut être aussi... Tu sais, mettons, moi, mon rêve, c'est d'avoir une couple d'années de vivre de ça. Ouais. Je pense pas vivre de ça toute ma vie, là, c'est juste de vivre le tu rêve. Tu veux pas mettre de peu. l'épargne, là, puis préparer ta retraite tu avec... Tu vas jamais préparer ta retraite avec une athlète, une carrière d'athlète, là. Ouais. Ben, à moins que tu sois gym, là, mais on s'entend au Québec. Mais d'au moins pouvoir vivre une couple d'années que je paye pas de dépenses pour faire mon sport, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, à quoi ça ressemblerait pour toi, le partenariat parfait, mettons? Peut-être plus concrètement. Là, concrètement. Est-ce que ça te permettrait de pas travailler comme physio pendant 2-3 ans, mettons? Est-ce que c'est... À quoi ça ressemblerait? Tu sais, en ce moment, à mon niveau, là, je pense pas que je pourrais ne pas travailler du tout. Parce qu'il faudrait vraiment un gros contrat, on s'entend. Puis c'est pas très réaliste en ce moment. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir... réduire beaucoup mes heures à être encore plus temps partiel ou me dire, hey, toute la saison de compétition, pendant 3 mois, j'arrête de travailler pour comme être juste dans la saison de compétition ou je pars l'hiver pour pas courir dans la neige tout l'hiver. Tu sais, avoir des périodes que je suis pas obligée de travailler parce que j'ai un soutien. Ensuite, fait que tu sais, ça, c'est sûr, c'est monétaire, mais aussi, tu sais, dans le partenariat idéal, tu sais, t'as des cas d'entraînement, t'as comme un soutien autour de toi, une équipe de professionnels, tu sais, ça, c'est... mettons, le dream, là. Ouais. Mais tu sais, si on parle d'un brand... Est-ce que tu as eu accès à ça ou non? En fait, dans ta carrière? Avec mon premier sponsor, c'était Dynafit, qui est une compagnie plus européenne. Ouais. Ça s'est vraiment bien construit. Comme la première année, c'était de base, je me souviens pas si j'avais un montant, mais j'avais principalement du gear. Du gear, ouais. Puis là, deuxième année... Ce qui est la porte d'entrée. Exact. Avec des budgets... des récompenses à la performance. OK. Fait que quand tu fais des podiums, t'as des montants. Ouais. Puis tu sais, c'est tout établi, des chartes d'avance. Fait que ça fait en sorte... Pas que moi, ça me mettait pas plus de pression, mais ça c'est ça le danger. J'étais contente quand ça faisait des podiums, ben là, moi, j'avais un petit montant qui rentrait. Puis là, la deuxième année, vu qu'on construit de quoi, ils me connaissent, OK, on t'offre un budget annuel de temps pour tes dépenses. Fait que là, ils payent tel billet d'avion, tel uniquement course. Pour les dépenses, t'es as pas si tu dépenses pas. Ben, il faut que je prouve des dépenses, mais ils m'envoient un montant d'argent. Là. C'est pas trop dur de te prouver une dépense. Là. Ouais. Puis là, la troisième année, encore une fois, ça avait augmenté. T'sais. Fait que là, tu bâtis de quoi? Il m'avait emmené, justement, quand j'étais allée courir l'OCC à l'UTMB, ben là, toute la semaine dans le chalet avec les autres athlètes. T'sais, c'est comme des expériences aussi qui te fait grandir. Puis que t'es pas tout seul dans une chambre d'hôtel la plus cheap parce que t'as pas une scène pour te payer de quoi qui a du sens. T'sais. Ouais. Fait que j'avais eu vraiment des belles expériences avec Dynafit. Puis en fait, ça s'est terminé, Dynafit, pour une raison un peu dommage, c'est qu'il se retirait du marché canadien. Et fait que les vêtements puis les chaussures de trail, ils allaient plus être distribués au Canada. Fait qu'il voulait plus d'athlètes au Canada. Ouais. Fait que c'est un peu dommage. Mais c'était ça. Ça s'était bâti en 3 années de suite. Plus de budget à chaque année. OK. Puis la deuxième année, il m'avait dit, on aimerait ça que tu te rendes... La première année, il m'avait dit, on aimerait ça que tu te rendes à l'UTMB. OK, je vais faire des courses qualificatives pour l'OCC. Puis ça avait fonctionné parce que eux, c'est une grosse semaine. Tu sais, c'est comme, on se parle, on bâtit des objectifs. Eux, ils visaient un peu l'UTMB. Fait que j'étais comme, OK, je vais aller courir des courses pour me qualifier pour ça. Je me suis qualifiée, je suis allée, ils étaient contents. On augmente le budget. Tu sais, c'est comme ça se bâtit parce que tu prouves un peu qu'est-ce que tu vaux. Ouais, c'est ça, en partenariat, justement. Ouais. Développer quelque chose sur le long terme. Ouais. Et donc, pour toi, au-delà de l'argent, c'est plus ces expériences-là puis ce support-là. Tu sais, tu me parles de quand, OK, on s'en va, t'es à Chamonix pendant une semaine dans un chalet avec l'équipe. Ça, c'est quand même une expérience qui est nice, que toi, t'as pas besoin de débourser, mais qui aussi fait juste te permettre de vivre de quoi d'autre. C'est fou ce que tu vis versus y aller toute seule. Aller faire une course, te payer un billet d'avion tout seul dans ton hôtel, c'est pas la même affaire que de vivre moi, j'avais des athlètes pro à côté de moi dans le chalet, j'ai appris, tu sais. Fait que c'est des expériences, c'est comme de sentir que t'as un soutien, quelqu'un qui t'écrit après les courses, puis comment ça a été, tu sais, c'est comme un peu le support, là, que tu sens que tu fais partie de quelque chose, là. Puis que
autant que toi, tu changeras pas de paire de shoes l'année d'après, tu sens pas que tu vas te faire dropper pour un autre l'année d'après aussi. Tu sais, c'est comme un peu dans les deux sens. Là. Puis quand tu parlais tantôt de l'espèce de vision qu'on peut avoir d'un athlète sponsorisé, là, de qu'est-ce que ça veut dire que je suis plus un athlète sponsorisé. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a du monde qui accepte juste pour pouvoir, qui accepte des deals qui sont vraiment... Ben oui. Qui sont rien dans le fond, tu sais, je veux dire, te faire donner une paire de souliers, tu peux l'acheter, ça va te coûter 200$, puis t'auras pas besoin de parler d'un brand, là, tu sais. Exact. Mais tu pourras plus dire que t'es sponsorisé. Ben là, malheureusement, puis c'était un peu ça aussi dans mon texte, c'est que je pourrais, là, en ce moment, là, dire je suis un athlète tel brand. C'est pas par manque d'opportunité. C'est pas parce que plus personne veut t'envoyer des souliers. C'est pas parce que tout le monde m'haït, là. Mais ça vaut quoi que je mette ta paire de souliers toute l'année, plus que la valeur de la paire de souliers. Ouais. Puis il y a des gens qui acceptent pour des miettes de pain de mettre une paire de souliers toute une année alors qu'il a juste reçu la paire de souliers gratuit. Mais de l'externe, c'est comme, hey, il est cool. Telle personne est genre sponsor par Salomon. Ouais, mais il a juste reçu 2 paires de souliers dans son année, tu sais, ou n'importe quel brand. Est-ce que tu penses que ça descend la valeur? Exact. Ben, c'est ça, j'allais dire. Puis c'est aussi pour ça que moi, j'ai refusé ça, parce que si tout le monde accepte ça, ils ne donneront plus rien. C'est facile pour eux, tu sais. Ben, pour eux. En général, quand tout le monde accepte pour des miettes, ils vont pas t'offrir quelque chose de plus gros, là. Pourquoi est-ce que si un athlète qui est équivalent à toi en termes de performance, de notoriété, accepte de se faire donner juste des souliers, puis en parler en disant qu'il est sponsorisé, pourquoi est-ce que je te paierais toi pour faire la même chose? Exact. De l'argent, tu sais. Exact. Ouais. Fait que comment est-ce qu'on se sort de ça, tu penses? Ben, en fait, je suis contente que tu m'aies invité sur le podcast pour en parler, parce que je suis comme, arrêtez de faire de la pub gratuite, tout le monde, s'il vous plaît. Ouais. Mais comment on s'en sort, c'est difficile à dire. Je pense que, comme j'ai dit, les brands qui réalisent que des fois, bâtir quelque chose de solide avec quelqu'un de solide, ça vaut plus que des views sur un post. Mais aussi que les athlètes réalisent que ça vaut quelque chose, ce qu'on fait, mais il faut le faire aussi bien. Il faut arrêter de demander sans redonner aussi. Là. Mm-hmm. Parce que j'en Est-ce ai que vu tu penses aussi que ça se fait, ça? Ben, j'en ai vu aussi des gens qui recevaient un contrat, mais que je les vois toujours avec d'autres choses d'un pied, ou qui prennent pas ce produit-là, ou qui les représentent même pas à chaque fois. Mais je suis comme, pourquoi tu choisis de représenter cette brand-là si tu y crois pas, tu sais? Quelqu'un qui dit qu'il est représenté par Rupica, mais qui mange tout le temps d'autres choses dans toutes ses sorties, tout le monde le voit avec d'autres choses, ça fait une mauvaise image, tu sais? Ouais, parce que encore une fois, dans ma position, c'est tough de recevoir des demandes sans plan. Des demandes de sponsors, j'en reçois des dizaines à chaque semaine. Du monde qui n'ont pas de plan de qu'est-ce que tu vas faire pour moi. C'est, je veux quelque chose de toi, mais je te dis pas c'est quoi le roadmap de qu'est-ce que je vais faire pour toi. Puis j'ai l'impression, fait que maintenant je réponds juste plus à tout le monde parce que je peux pas perdre ce temps-là dans ma semaine, là. Mais peut-être un message plus large pour les athlètes qui peut-être sont dans ta situation, ou qui sont moins de ton calibre, ou en tout cas qui aspirent à peut-être être en partenariat avec des brands, proposer un roadmap vers quelque chose. Les 3/4 du temps, ça va beaucoup mieux être reçu que l'inverse. Fait que si toi, t'arrives en disant à un brand, écoute, là, moi, j'ai comme objectif de... Je vais dire n'importe quoi, là. J'ai comme objectif de gagner la Coupe Québec cette saison, pour qu'après ça, la saison d'après, j'aimerais ça, je sais pas, aller encore une fois refaire Black Canyon, ou peu importe là, c'est quoi la stratégie. J'aimerais ça qu'on puisse documenter ce parcours-là. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous pourriez m'aider? Moi, mettons, je reçois ce courriel-là. Là. Je reçois, mettons, puis là, un scénario où est-ce que tu me dis, toi, tu m'écris à moi, hey, j'aimerais ça
que j'utilise vos produits, j'aime ce que vous faites, j'aimerais ça qu'on documente le circuit de la Coupe du Québec. Est-ce que vous pensez que vous pourriez embarquer avec moi dans ce projet-là? Recevoir ça, il y a 75% de chances de plus que j'accepte. Oui. Parce que tu arrives avec un plan, une stratégie, puis de quoi que moi, je suis pas obligé de moi-même essayer de brainstormer, d'essayer de penser à qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Ouais. Puis là, je fais, OK, là, il y a une valeur ajoutée, mettons. Puis c'est exactement ça. Puis je pense que les athlètes, il faut qu'ils fassent leurs preuves aussi. Tu sais, il faut que tu aies... Exemple, qu'on reprend mon cas. Ouais. Moi, depuis décembre, je fais exactement ce que tu es en train de dire, cette planification-là pour la Coupe Québec. Ouais. Je montre mes résultats anciens, qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que j'ai déjà eu comme partenariat. Tu sais, tu montres qu'est-ce que tu es capable, faut que tu ailles un peu des résultats. Là. Tu peux pas partir à zéro puis vouloir un sponsor en partant. Il faut que tu fasses tes preuves. Là, tu sais. Fait que tu arrives avec un peu tes résultats, qu'est-ce que tu as fait, tes engagements, t'es ça. Tu sais, moi, je vais parler dans des clubs, tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Tu montes un genre de document. Ouais. Après ça, c'est quoi mon projet? Je monte un document sur la Coupe Québec. Je suis en partenariat avec Athlétisme Québec qui sont derrière moi dans le projet, blablabla. Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis là, c'est là que ça se compliquait parce que ma seule grosse dépense, mettons, c'était un vidéaste pour faire. Ouais. Et tu sais, je fais pas de vidéos YouTube de haute qualité. Là, je veux faire des Reels Instagram sur chacune des courses pour promouvoir surtout la Coupe Québec. Un peu, tu sais, ma performance dans tout ça, mais surtout la Coupe Québec. Presque tous disaient oui à m'offrir des produits, leurs produits. Mais quand venait temps d'offrir un montant pour payer le vidéaste, c'est là que ça se complique. Fait que c'est là que c'était compliqué pour moi. Mais effectivement, quand t'arrives avec un plan, t'as quelque chose à montrer, t'as des oui. Mais là, t'as des non aussi quand ça se met à impliquer de l'argent. Ouais. Oui, quand ça se met à impliquer de l'argent. Ouais. Après ça, là, moi, je peux pas parler pour toutes les brands, mais moi, tu m'aurais approché avec ça. Tu sais, moi, des projets de même, j'ai un vidéaste sur le payroll, là. Ouais. Dans le sens où, moi, des projets de même, on fait juste dire go, là, tu sais. Fait que je pense que t'as pas la mauvaise approche, mais effectivement que si ça nécessite... c'est compliqué, hein, parce que si ça nécessite une dépense... Chaque cas est différent, puis en plus... Tu sais, t'es un brand de nutrition, t'es pas un équipementier, tu sais, t'es pas un brand de shoes, là. Fait que nécessairement, c'est rare qu'un athlète va vivre de sa brand de nutrition. Son salaire va pas être nécessairement... son plus gros salaire va pas être de sa brand de nutrition. Sûrement pas, ouais. À part si... t'es quelques-uns, là, ouais, c'est ça. Jim, je sais pas, Jim, il est avec nutrition? Hey, je le sais même pas. Peut-être qu'il y en a assez avec Oka. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y en a assez avec Oka puis avec des bourses, là. Ouais. Il doit gagner des bourses quand même, Jim. Ben, quand tu gagner l'UTMB, il doit avoir un montant. Là, ouais. C'est quoi, 30 000 peut-être? Ce qui est quand même pas tant que ça. 30 000 € peut-être? Ouais. C'est quand même pas tant que ça. Non, puis ça drop vite. Deuxième, troisième, quatrième, ça drop vite, là, la bourse. Là. Pourtant, peux-tu imaginer l'argent qu'ils font avec ça, avec l'UTMB? Ouais. Juste l'inscription. Mettons que tu prends juste l'inscription. Là. Ouais. C'est tellement du cash. Il y a tellement du monde. Ouais. C'est fou, là. Ouais. Donner 30 000 € aux gagnants. Puis ça, c'est quelque chose aussi, les bourses entre elles. J'ai fait beaucoup de podiums au Québec, là. J'ai fait $0 avec les podiums entre elles. L'année passée, j'étais allée faire des demi-marathons sur route, les courses thématiques. Ouais. J'ai fait plus d'argent que j'ai jamais fait que de la trail, là. C'est fou, hein? C'est demi-marathon de Québec, bourse de 500$. Ouais. Mais entre elles, j'ai jamais fait $1. Là. Ouais, c'est fou, ça. Mais tu sais, c'est ça. Les bourses, c'est pas... les bourses, c'était juste un bonus le fun. Exact, c'est un surplus. Ça te permet de payer une petite gâterie. Moi, je me rappelle, j'avais fait le record du Québec aux 50 mètres d'eau. Ma dernière année de natation. J'ai reçu un chèque, parce que la Fédération de natation du Québec te donne un chèque. Tu sais, le record du Québec, c'est quand même... Ouais, c'est ça. C'est pas rien, là, tu sais. Puis j'avais eu 75$. Un chèque marqué « Félicitations, votre record, 75$. Hey, je l'ai jamais caché, je l'ai juste gardé comme encadré. Pour pouvoir dire que j'ai le chèque, je l'ai encore chez nous. Dans mes documents d'impôt, hein, il y a quelque part dans un folio, il y a mon chèque de 75$ pour un record du Québec. Mais ouais, c'est ça. Puis après ça, un autre
take que j'ai par rapport à ça en lien avec les brands, ou qu'est-ce que je pense que les brands devraient faire. Ouais. Puis là, je dis ça, puis moi, c'est ce que j'essaie de faire. En prenant en considération que les athlètes élites sont souvent pas les plus habiles ou c'est pas eux qui ont le plus de temps pour faire de la mise en marché, comme on parlait tantôt. Peut-être que c'est un peu aussi au brand de prendre sur eux puis de dire, OK, mettons, ce que j'ai fait avec JP Thibodeau, mettons. Là. Exact. JP, il est vraiment pas bon pour les réseaux sociaux. Là. C'est probablement le pire que je connais. Là, les athlètes, on est beaucoup type A, on parle pas tant. On est pas outgoing. Là, c'est pas nous. Là, souvent, c'est du monde dans leur tête. C'est du monde, tu sais, JP, il a une personnalité vraiment nice quand t'apprends à le connaître, mais il va pas prendre son sel pour faire une story et dire « Salut, gang! » Tu sais, genre, il fera jamais ça. Tu sais. Fait que là, de faire « OK, JP, je sais qu'il a une personnalité quand même nice. On se connaît depuis vraiment longtemps. Là, c'est sûr qu'on est amis, fait que c'est plus personnel, mettons. Là. Sauf que de faire, check, on va documenter cette affaire-là. On va utiliser nos propres plateformes pour documenter une performance élite. Puis ça fait que, ben lui, il a pas besoin de... il a pas besoin de débourser pour ça. C'est ça. Mais ça, c'est magnifique. Il a payé une partie de ses affaires. Là, il a payé le billet d'avion, mettons, puis comme... Mais ça, c'est magnifique ce que tu as à faire, là. Tu sais, Altitude, ils font ça aussi des fois. Ben, moi, quand j'étais à Black Canyon, ils suivaient Maïka. Exact. Eux, ils s'occupent du storytelling, là. Tu sais, l'athlète, il y en a une story, mais des fois, il y a de la misère à l'exprimer ou à la faire. Exact. Mais quand un brand prend comme, hey, moi, je prends ma ressource, je prends mon filmmaker, puis on parle de cet athlète-là parce que c'est une bonne histoire. C'est juste que lui, il n'a pas la capacité de la raconter comme il faut. Là, C'est insane ce que tu as fait. Là. C'est nice. Ben, merci beaucoup. Mais l'idée, c'est de le faire plus souvent. Sauf que ça a un coût. Puis ce coût-là, c'est de l'argent qui va pas dans les poches de l'athlète. Tu sais, je veux dire, j'ai pas pu... L'argent que je mettais pour ce documentaire-là, j'ai pas pu le donner à JP. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, tu l'utilises d'une façon ou d'une autre, tu sais, puis la façon la plus rentable pour le brand, c'est de l'utiliser pour promouvoir le brand, même si peut-être dans les trois épisodes au complet, on voit... Mais tu lui as donné une visibilité. C'est ça. Dans le sens qu'après ça, peut-être que lui va se faire approcher par d'autres brands parce que tu lui as donné une certaine visibilité. T'sais. Peut-être, ouais. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est de trouver le sweet spot. Mais j'ai l'impression, comme tu dis, que autant il faut que les athlètes tiennent leur bout, de pas accepter de faire de la pub pour rien, juste pour dire qu'ils sont sponsorisés. Je pense qu'il faut aussi qu'ils fassent leur bout d'en trouver une piste de plan puis de présentation. C'est ça. Puis toi, côté brand, c'est quoi la plus-value d'avoir un athlète qui est vraiment élite versus d'avoir un athlète average, mais qui est bon à se vendre? C'est le truc le plus tough pour moi à réconcilier parce que je me dis, bon, JP, gardons l'exemple de JP. Là, JP, champion canadien sur 80 kilos en trail. Il a fait tous les championnats du monde depuis... le meilleur Canadien à tous les championnats du monde de long trail. Genre un esti de coureur. Le retour sur l'investissement que j'ai en envoyant des sacs gratuits à une micro-influenceuse fitness est probablement plus grand que JP qui prend du pick-up pendant les championnats du monde. Tu comprends? Ben oui. Puis, je veux dire, à moins, encore une fois, que ce soit... À moins que tu sois sur le podium de l'UTMB puis que tu aies ton gilet Upica, je vois pas où trouver la valeur ajoutée de juste la performance. Je pense que la façon pour toi, pour les brands, c'est d'aller utiliser ça. Exact. Fait que exactement. là, JP, personne ne l'a vu là, être au championnat du monde, mais toi, tu prends des images de JP, tu les mets sur tes réseaux sociaux de Upica, puis t'es comme, hey, mon athlète a fait ça. C'est la seule chose que tu peux, c'est d'utiliser l'image. Parce que là, il y a une vraie valeur ajoutée de faire, OK, là, on va vous le montrer. Qui arrive, je sais pas, premier Canadien au championnat du monde ou qui tente le record québécois sur 100 km. Là, on va vous le montrer parce que sinon, il y a personne qui va le voir. Une 15e place à l'UTMB, s'il y a personne qui te voit, pour moi, ça vaut rien. Tu sais, il va y avoir 2 fermiers qui vont devoir passer pendant la course à Chamonix avec ton gilet Upica. Il y a personne d'autre qui va te voir, là. Absolument personne d'autre. Fait qu'est-ce que ça vaut?
rien, essentiellement. C'est pour ça que tous les gros brands, sur l'UTMB, c'est l'enfer, sont là avec leur caméraman, vidéaste, puis il faut qu'il y ait des images pour utiliser les images des athlètes, puis c'est la grosse affaire, là, tu sais. Ouais. Fait que pour les athlètes, de peut-être switcher le focus puis de penser d'imaginer ça en approchant des brands, peut-être qu'il est là la solution de faire, OK, check, qu'est-ce qui est l'affaire la plus nice, la meilleure histoire à raconter? Ouais. Où est-ce que ça se passe? Quel serait le projet? Puis d'approcher les brands avec ça. Ben oui, c'est ça. C'est peut-être là, dans le fond, la façon de le voir. Il faut avoir une vision, puis il faut la présenter. Il faut pas que tu arrives là en disant « je veux courir ». Ouais. Tu sais, OK, mais tu veux aller où? Moi, je sais, je peux aller où l'année prochaine, dans 5 ans, puis j'ai plein de choses encore que je veux faire, là. Il faut que tu saches où tu t'en vas, puis il faut que tu fasses tes preuves, mais c'est donnant-donnant. Fait qu'il faut que tu saches qu'est-ce que tu as à offrir aussi. Là, ouais. Tout à fait. C'est une super conversation, honnêtement. Je pense que le monde change aussi beaucoup avec les réseaux sociaux, puis on n'a comme pas le choix de s'adapter. Tout le monde n'a pas le choix de. Faut tout y penser différemment, autant les brands que les athlètes. Comment est-ce qu'on coexiste? Parce que moi, ça me fait pas. Venant aussi d'un milieu de sport d'élite, ça me fait pas particulièrement plaisir d'encourager davantage des créateurs de contenu que des athlètes pros. Ouais. Ou des pro, Élite, pro, c'est pas un bon terme parce qu'il y a pas beaucoup d'athlètes professionnels là, qui gagnent leur vie qu'avec ça, mais des athlètes élites. Ouais. Fait que je préfère beaucoup plus pouvoir soutenir les athlètes élites qui ont besoin de ce soutien-là que des influenceurs. Par contre, pour l'instant, c'est encore les influenceurs qui ramènent le plus. Puis c'est une réalité que je suis obligé de prendre en compte. Tu sais. Ouais. Fait que d'essayer de trouver la solution pour que faire le switch, de faire OK, non, moi je veux soutenir du monde qui s'entraîne réellement pour de la grosse performance, puis je sais qu'est-ce que ça demande comme sacrifice, des sacrifices que l'influenceur fait pas nécessairement, là, tu sais. Genre, je le sais, j'en crée du contenu sur les réseaux sociaux, je m'entraîne pour un demi-Ironman très amateur. Je fais pas les sacrifices que je faisais quand je nageais. Là. Non, je passe pas tout le temps là, que je t'es quand passais. même très au-dessus de... Quand même bon athlète, mais comparé à ce que j'étais, c'est rien. Ouais. Puis je compare les sacrifices que je fais pour ma performance, puis en ce moment, je veux dire, c'est une balade dans un parc versus ce que je faisais dans le temps. Ouais. Puis en ce moment, je veux dire, si je voulais avoir des contrats, je pourrais en avoir plein. Il y en a plein que je refuse parce que j'ai eu pick-up puis je veux pas faire de la pub pour d'autres brands. J'en fais déjà assez, là, tu sais, de la pub pour Upica. Ouais. Fait que, alors que dans le temps, je veux dire, je m'endettais pour nager, là, tu sais. Ouais, exact. Mais tu sais, je pense que juste comme d'en parler, tu sais, là, t'en parles avec moi, t'as mis JP de l'avant, de montrer aux gens que c'est pas une comparaison là, de suivre des élites puis des encourager. Tu les encourages dans leur parcours. C'est hot. Puis c'est normal qu'elle court 2 fois plus vite que toi. Je pense, ça fait 10 ans que je cours 20 heures par semaine. Là. J'ai-tu le droit d'aller courir un peu plus vite que toi qui commence? Ouais. On n'est pas du tout au même niveau. Mais ça, toi, tu le sens vraiment? Parce que tantôt, tu as mentionné ça au passage. J'ai pas reparlé de ça, mais tu sens vraiment qu'il y a un genre de switch vers on délaisse les athlètes élites pour suivre plus du monde day-to-day? Oui, un peu, surtout comme, mettons, réseaux sociaux, cours, là, TikTok, compagnie. Et les gens aiment beaucoup s'identifier. Puis se comparer. Puis ils sont comme, ben moi, ça je peux pas m'identifier à quelqu'un qui court aussi vite tout le temps, puis ça fait pas de sens. Fait que, tu sais, je vois ces commentaires-là des fois. Fait que tu penses que, mettons, on suit le top, parce que les autres, tu sais, mettons, je vais garder Jim Wamsley encore comme exemple. Jim Wamsley, on le suit parce qu'il est juste sick, puis c'est Jim Wamsley. Et du monde plus débutant, mais que l'espèce de strate au milieu des élites, c'est comme un peu moins... Tu te sens moins impliqué, tu te sens moins un peu représenté par eux? Oui, puis je pense que c'est surtout depuis que la course elle gagne en popularité. C'est comme si tout le monde peut courir. Fait qu'on dirait que tout le monde se dit « je pourrais faire ça ». Tu sais, ou le sport d'endurance, Fait que, mais, ou peut-être aussi parce que on expose aussi, tu sais, moi, j'expose ma course, j'ai pas exposé, là, toutes mes dizaines d'entraînements que j'ai faites, là, je suis ouverte, mon travail est ouvert, tout le monde peut voir ce que je fais, mais les gens, ils voient le résultat, fait que, c'est sûr qu'ils voient pas tout ce qu'il y a derrière, là, mais je le sens un peu, tu sais, pas de là, on se fait pas...
shut down, là, mais tu sais, je le vois un peu que les gens sont comme j'aime ça suivre quelqu'un de relatable, tu sais. Ouais. Ça, c'est définitif qu'on voit ce trend-là apparaître là, de plus en plus. Moi, écoute, je suis dans la première rangée pour voir toutes les trends de sport d'endurance, là, puis effectivement que le trend du coureur débutant, amateur est très important. Ceci étant dit, c'est peut-être juste un segue vers juste un intérêt plus marqué pour peut-être la performance éventuellement. Tu sais, parce qu'une fois que tu tombes dedans, c'est comme un peu une maladie, là. Ouais. Tu sais, une fois que tu commences à t'intéresser au trail running, puis que tu participes à une course, puis que là, tu vois, genre, les élites, puis là, peut-être que tu commences à... Moi, je me dis, plus il y a de monde, plus le monde s'intéresse au sport, là. Ouais. Est-ce que, changement de sujet complet, est-ce que tu penses qu'on a atteint un point de saturation du nombre de courses? Parce que j'avais la conversation avec mon père. Ouais. Tu sais, mon père, il va pas s'inscrire à une course 13 mois d'avance ou 11 mois d'avance. Il sait pas qu'est-ce qu'il veut faire en termes de course, mais là, si tu t'inscris pas à la course, ça a pas de bon l'année d'avant, quand il ouvre les inscriptions, il n'y a plus un de sort pour rien, pas en tout. Comment qu'on sort de ça? Parce que moi non plus, ça me tente pas. Il a fallu que je réserve mon Airbnb. Tu sais, là, je fais le Ironman de Tremblant, le 70.3. Il a fallu que je réserve mon Airbnb avant d'être inscrit à la course. Pas de bon sens. Pour avoir un Airbnb dans le village. Ouais. Puis au moment de m'inscrire, il a fallu que je m'inscrive dans l'avion avant de partir parce que l'inscription ouvrait, puis j'avais maximum 48 heures pour le faire, pour m'inscrire. Sinon, j'avais un Airbnb puis pas d'inscription. Ouais. Puis, ça n'a pas de bon sens. Puis en 3-4 jours, sold out. Toutes les courses de trail, c'est la même chose. Ouais. Demi-marathon de Lévis, sold out en une semaine. Il y a comme plus rien à faire pour s'ajuster. Ouais. Est-ce que tu réfléchis à ça un peu ou toi, tu as des dossards élites, peut-être que tu sais moins... Ben, j'ai des dossards élites, fait que ça aide, mais style, comme, je peux quand même pas me prendre dernière minute, là. Ouais. Même avec des dossards élites. Puis, ma première année, moi, j'ai commencé à faire les compétitions en course en trail post-COVID, là. Ouais. Fait que 2021, m'inscrire 2 semaines avant les courses. Ouais. 2021, je suis comme, ça fait pas 10 ans, là. Ouais. C'est comme... Puis, c'est comme... c'est un cercle vicieux parce que là, les courses, ils en profitent puis ils ouvrent leur inscription 1 an d'avance. Ouais. Mais s'ils ouvraient leur inscription janvier, février pour comme les mois d'après, puis le monde savent plus où ce qu'ils sont, puis tout. Là, le monde sont tellement pas sûrs de ce qu'ils veulent faire l'été d'après qu'ils s'inscrivent. Puis après ça, ils essayent de revendre leur dossard à la dernière minute parce que ça aussi, il y en a plein à vendre à la dernière minute. Ouais, vendre de dossards Québec, je pense, le groupe sur Facebook. Ça n'a pas de bon sens. Des dossards. Puis là, il y a de la fraude, là, ça finit plus, tu sais. Ouais. Mais fait que là, c'est comme, OK, mais là, les courses, en même temps, ils sécurisent l'argent d'avance en vendant déjà leur inscription. Mais tu sais, s'ils ouvraient plus tard pour aider à ça, je sais pas, pour vrai. Puis est-ce qu'on a atteint une saturation? Il n'y a pas trop d'événements. Pas son plein. C'est ça, non, mais il y a pas trop d'événements. Il y a pas trop je voulais dire la saturation du nombre de coureurs pour le nombre d'événements. Ouais. Tu sais, est-ce qu'il faut d'autres événements? Comme dans le fond, c'est ça la morale, faut-tu qu'il y ait plus d'événements? Mais je pense que ce que tu dis, c'est vraiment un bon point parce que j'ai l'impression, c'est comme un peu une boule de neige, là, c'est les courses se bookent vite, fait que les organisations ouvrent les dossards plus tôt. Ouais. Fait que le monde, ils bookent plus vite parce qu'ils veulent pas le manquer. Fait que là, c'est comme la boule de neige. Alors que s'ils disaient juste, OK, check, 1 mois avant, ou pas 1 mois avant, mais genre 6 mois avant, on ouvre les inscriptions, mais là, tu sais plus ton horaire à l'heure de quoi. Fait que tu réserves pas une place sachant que tu iras pas. Là, c'est ça. Fait que peut-être qu'il y a de ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Puis, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Tu cours un demi-marathon, puis le lendemain, ils annoncent l'ouverture des tickets pour l'année d'après, tu sais. Fait que, ben, ils profitent de l'engouement, là. Hey, on a mis ça cette année, on va se réinscrire tout de suite pour l'année prochaine. Ouais. Mais oui. Pourtant, moi, mon réflexe après une course, c'est jamais de dire je le refais. C'est comme tout le temps de dire c'était la dernière fois de ma vie que je fais ça. Surtout les longues distances, là. Ouais. Mais non, il n'y a pas trop d'événements. Puis en Europe, là, il y a genre 5 événements par fin de semaine, là. C'est juste que ça enlève de l'engouement, mais pas de l'engouement, mais dans le sens, s'il y en a 4 dans la même fin de semaine, ben c'est sûr que ça dilue. Le monde va être un peu partout au lieu d'être tout au même. Mais on peut pas être tout au même, il n'y a plus de place. Exact, c'est ça. Exact. Ouais.
À suivre. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était vraiment le fun. On suit ça, puis j'invite les gens à te suivre. Merci. Évidemment. T'es un cool follow sur Instagram, fait que j'invite les gens à y aller. Merci beaucoup. Puis toutes les inscriptions vont être dans toutes les informations vont être dans la description, dis-je. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.